Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux conférences populaires en santé 2019. Donc, le sujet cette année est très populaire. Vous l'avez constaté avec le nombre de participants inscrits. On sait tous qu'on est tous touchés à un moment ou à un autre de notre vie par le stress. Donc, on va ensemble découvrir comment ça fonctionne et différentes facettes du stress et aussi différentes stratégies pour essayer de réduire son stress. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir comme premier conférencier le Dr Roger Turmel. Dr Turmel a une vaste expérience en santé mentale. De 1997 à 2015, il a travaillé au Centre hospitalier de Rimouski comme psychiatre auprès de la clientèle de jeunes, d'adolescents et d'adultes. Et depuis 2016, il travaille comme psychiatre à la clinique L'Horizon à Rimouski. Il est également psychiatre conseil à la direction de santé publique et médecin examinateur au CIS du Bas-Saint-Laurent. Le docteur Turmel s'intéresse depuis le tout début de sa pratique à l'enseignement et à la transmission des connaissances auprès des différents corps professionnels, tant au plan local que régional et national. Et vous constaterez qu'il est un très bon conférencier, excellent vulgarisateur. Donc, sa conférence aujourd'hui a pour titre « Stressé, anxieux, agarophobe, de quoi je souffre pour y voir plus clair ». Alors, bonne soirée. Dr Turmel. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en effet en si grand nombre. En espérant que la façon que je vais vous aborder le sujet vous convienne, on va principalement ce soir se concentrer sur les objectifs suivants, c'est-à-dire connaître les principales données épidémiologiques concernant l'anxiété et les troubles anxieux, en se concentrant peut-être également pour l'Est du Québec, si on a des données à cet effet. On va définir également ce qu'est le stress, ce qu'est l'anxiété et ce que sont les troubles anxieux de façon sommaire, mais question de se retrouver et qu'on arrête également d'être mélangé dans tous ces concepts-là. Dans les dernières semaines et derniers mois, il y a plein d'émissions qui ont passé sur cette thématique-là. On a entendu toutes sortes de chiffres se dire « c'est l'heure de mettre les pendules à la bonne heure, justement, et qu'on se retrouve dans tout ça. » Et enfin, distinguer donc les différents troubles anxieux en fonction de leurs caractéristiques principales. Écoutez, on aurait un cours de 45 heures de niveau universitaire sur la thématique de l'anxiété et des troubles anxieux. Ça ne sera pas possible ce soir de faire ça, malheureusement, mais on va tenter à tout le moins de prendre une première bouchée et en espérant que ça vous permette donc de comprendre un petit peu mieux le phénomène. Donc, d'abord, quelle est l'ampleur de l'anxiété et des troubles anxieux pour l'Est du Québec? On va traverser les principales données sur ce grand thème-là qui proviennent de 4 grandes études épidémiologiques qui ont été faites au Québec et au Canada. La première que je vous propose, c'est celle du SISMAQ, le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Ce sont des données qui sont issues de 5 grandes banques de données, dont la Régie de l'assurance maladie du Québec et les fichiers d'hospitalisation. Les données analysées le sont jusqu'à l'année financière 2011-2012. Donc, il nous manque à tout le moins les 6-7 dernières années, malheureusement. Donc, elle sera à suivre, cette grande étude. Alors ici, première chose, je vous demande de ne pas regarder tout ce qui est courbe en haut, puisque les chiffres sont erronés, malheureusement. Je m'en suis rendu compte à la dernière minute. Alors, concentrons-nous plutôt sur les chiffres du bas. Alors, qu'est-ce qu'on y découvre? D'abord, là-dessus, on a la prévalence annuelle des troubles anxio-dépressifs diagnostiqués, tous sexes confondus, avec l'évolution depuis 2000-2001 jusqu'à 2011-2012. Alors, tous sexes confondus, troubles anxio-dépressifs. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie-là? Bien, imaginez-vous donc que oui, on a des troubles anxieux dans cette donnée-là, c'est-à-dire le trouble panique, l'agoraphobie,
les phobies spécifiques comme la phobie des animaux, des araignées, du sang, etc., mais aussi le trouble d'anxiété généralisée. Sont incluses également les données pour tous les troubles de l'humeur, dépression, troubles bipolaires et autres troubles apparentés, les troubles d'adaptation qui sont des niveaux de troubles un peu plus légers que la dépression, mais dans lesquels l'humeur peut être anxieuse, dépressive ou mixte, ou avec des perturbations du comportement, par exemple. Mais on a aussi les troubles obsessionnels compulsifs, le stress post-traumatique, les états de stress aigu, les troubles avec symptômes physiques prédominants, fibromyalgie, somatisation, etc. On a aussi les troubles dissociatifs, c'est-à-dire l'amnésie dissociative, la fugue, la transe, le trouble de conversion, la dépersonnalisation, déréalisation. Donc là, on commence même à entrer un peu dans des symptômes de nature psychotique. On a les troubles de personnalité également qui se retrouvent là-dedans, et même la simulation, donc ceux qui miment des symptômes psychiatriques. Ouais, ça commence pas bien, hein? Ben, qu'est-ce qu'on peut y voir? D'une part, on remarque que pour l'ensemble du Québec, en 2000-2001, la prévalence de ces troubles-là était de 11,5 % et en 2011-2012, on était pas mal à 11,5 %. Est-ce qu'on est en épidémie? S'il y avait une épidémie de troubles anxieux, il y aurait toujours bien des variables qui auraient bougé là-dedans et les chiffres auraient monté. Et on voit que pour le Bas-Saint-Laurent, on est passé de 10,4 à 12,5, donc légèrement une différence significative par rapport à l'ensemble du Québec. Là, quand vous voyez les petits plus et les petits moins à côté des chiffres, ça indique la différence de niveau statistique ou pas. Côte-Nord, on est passé de 8 à 9,4 et Gaspésie de la Madeleine de 9,4 à 11,9 %. Donc, il semble y avoir une tendance à la hausse pour certaines régions socio-administratives, mais ça reste à voir avec d'autres détails. Lorsqu'on y va en fonction du sexe, bien, sur cette diapositive-là, vous allez voir que l'intervalle le plus fréquent de prévalence annuelle se situe pour les âges entre de 30 ans jusqu'à 54 ans pour ce qui est des hommes, et on tourne autour de 6 à 8 % de prévalence annuelle. Et la Côte-Nord se démarque peut-être à la baisse par rapport aux autres régions socio-administratives. Encore faudrait-il tenter de comprendre aussi pourquoi. Est-ce que l'accès aux services diagnostiques est moins facile pour eux que pour nous, ici, de notre côté du fleuve? Ça aussi, c'est à voir. Donc, ça nous donne certaines tendances, mais ça ne nous donne pas toutes les explications, malheureusement. Maintenant, chez les femmes, qu'est-ce qu'on voit? Bien là, oui, la fourchette d'âge se ressemble sensiblement, bien qu'on l'étend jusqu'aux 55-59 ans. Donc, la période de prévalence est un peu plus grande. Donc, l'âge de prévalence est plus grand chez les femmes et elle est également plus élevée que chez les hommes. Hein, on est aux environs de 11 à 14 %, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Et on voit une petite pointe également pour le bas chez les femmes, également Côte-Nord. Peut-être aussi un accès des services qui peut expliquer ce type de données. Prochaine enquête, celle sur la santé des collectivités canadiennes. Là, on a des chiffres un petit peu plus récents. 2007 jusqu'à 2014, 25 indicateurs ont été suivis dans cette grande étude qui comportait 24 000 répondants québécois. Donc, un échantillonnage quand même assez intéressant. Et c'est chez les 15 ans et plus, par contre, donc les enfants ne sont pas représentés dans ces données. Alors, qu'est-ce qu'on y voit là-dedans? D'abord, premier tableau, la proportion de personnes pour qui la plupart des journées sont extrêmement ou assez stressantes, chez les 15 ans et plus, avec une évolution 2007-2008 jusqu'à 2013-14. La courbe n'est pas très impressionnante, là non plus, de ce côté-là.
ce qui est assez intriguant. Parce qu'on est supposé être extrêmement anxieux là, ici au Québec, là, hein? Rappelons-nous. Maintenant, l'autre tableau. Proportion de personnes pour qui la plupart des journées sont extrêmement ou assez stressantes, maintenant selon certaines caractéristiques sociodémographiques. D'abord, on remarque les femmes semblent être un peu plus touchées par cet enjeu-là de la détresse ou à tout le moins de l'impression de vivre des journées extrêmement stressantes, à près de 27 % maintenant en 2013-14. Et les jeunes femmes, 15-17, est un groupe d'âge pour lequel on a remarqué une tendance un peu plus marquée de hausse de prévalence, en fait, hausse de proportion de ce côté-là. L'autre, également, indicateur, c'est nos 75 ans et plus, nos aînés, qui semblent également vivre plus de journées stressantes dans leur quotidien. Alors, je vous dirais, c'est les données qui m'apparaissaient un peu plus intéressantes de ce côté-là. Maintenant, la variable du travail, proportion de personnes pour qui la plupart des journées de travail sont assez ou extrêmement stressantes chez les 15 à 75 ans, qui ont travaillé au cours des 12 derniers mois, et on voit la tendance qui est même à la baisse depuis 2007-2008. Maintenant, près de 34 % des gens se disent stressés au travail. Ça aussi, c'est une autre donnée qui est assez incroyable. Maintenant, la prochaine. L'enquête québécoise sur la santé des populations. Maintenant, on a un cycle, 2014-2015. Ici, c'est près de 45 760 répondants, donc du Québec, qui ont répondu à cette grande enquête. Voyons voir qu'est-ce qu'on y voit. D'abord, la détresse psychologique. Ici, le niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique, selon l'âge, selon le sexe, chez les 15 ans et plus, pour l'année 2014-2015. D'abord, les femmes, plus de 32 % vivent de la détresse psychologique, et on remarque que nos jeunes femmes, particulièrement, ont l'air d'être plus touchées, pour 36 %. Et lorsqu'on combine ces deux variables, regardez nos femmes 15-24 ans, on est à 45 %. Alors bien sûr, c'est très interpellant pour nous, les professionnels du réseau de la santé, mais pour nous tous également au quotidien. Qu'est-ce qui fait que nos jeunes femmes vivent tant de détresse? Ça aussi, c'est assez troublant. La prochaine enquête, celle des jeunes du secondaire. Elle s'appelle l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, et on a un dernier cycle, 2016-2017. 62 277 jeunes ont répondu à cette enquête dans 465 écoles à travers les différentes régions du Québec, à l'exception des terres cries de la baie James et du Nunavik, de la première à la 5e année de secondaire, tant dans les écoles publiques que privées, francophones et anglophones. Alors quand même, on regroupe beaucoup de jeunes. L'objectif était de suivre l'évolution de la santé des jeunes depuis la première édition qui a été réalisée en 2010-2011. Ici, on a les données de novembre 2016 à mai 2017. D'abord, l'indicateur estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? Dans l'étude, ça se définissait comme suit, c'est-à-dire penser être quelqu'un de valable autant que les autres, penser posséder des belles qualités, penser également être en mesure de faire les choses aussi bien que les autres, être fier de soi et avoir une attitude positive envers soi-même. Qu'est-ce que les chiffres nous disent? Bien, ici, la proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau faible à l'estime de soi a augmenté. Donc, les gens ont une estime de soi beaucoup plus faible comparativement à 2010-2011. Vous voyez pour le Bas-Saint-Laurent, on est passé à 23 %, l'ensemble du Québec est à 25 % de faible estime personnelle chez les jeunes du secondaire. Si on regarde pour ce qui en est de la
Côte-Nord. Ils sont passés de 18 à 27 %. Faible estime de soi. Et Gaspésie de la Madeleine est passé de 20 à 22 %. Donc, une tendance légèrement inférieure par rapport à l'ensemble du Québec, mais quand même une donnée qui est interpellante. Si on ventile ça maintenant par MRC, donc sous-région à l'intérieur de nos grandes régions socio-administratives. Voyez ici pour le Bas-Saint-Laurent, et les gens qui nous écoutent et originaires du Témiscouata, il y a une hausse qui s'est produite. On est à 34 % des jeunes qui ont une faible estime de soi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre communauté, dans vos communautés locales? Il y a donc des éléments qui interpellent de ce côté-là. La Matapédia, elle, de son côté, semble être sous la moyenne nationale, à 18 %. Donc, de votre côté, bien, quelles sont les recettes gagnantes? Et s'il vous plaît, partagez-les nous, parce qu'on serait très intéressés de les connaître. Et maintenant, pour Gaspésie et de la Madeleine, bien, on voit ici, ça se maintient aux environs entre 20 et 23 %. Il n'y a pas grande démarcation à proprement parler. Malheureusement, pour ce qui est de la Côte-Nord, on n'a pas les données par MRC, ce qui aurait pu être également intéressant pour vous, malheureusement. Prochain indicateur maintenant, victimes de violence. Nos jeunes secondaires sont-ils victimes de violence? Cet indicateur était défini de la façon suivante. Pour un jeune, que ce soit à l'école ou sur le chemin de l'école, c'était se faire crier des injures ou des noms, se faire menacer d'être frappé ou encore de briser ses biens, subir des attouchements sexuels non voulus, se faire frapper ou pousser, se faire offrir de l'argent pour faire des choses défendues, comme se battre, voler, etc., se faire taxer, se faire menacer ou attaquer par des membres de gang, également être victime de cyberintimidation sur les réseaux sociaux, par courriel ou tout autre médium électronique. Alors, c'était tous ces gestes-là de violence qui comptaient dans l'étude. Voyez ce qu'on voit. Ah, ben regardons. Il y a une tendance à la baisse pour ce qui est de la proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de violences à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire 2016-2017. Pour le Bas-Saint-Laurent, on est passé de 33 % à 28 %. Donc, est-ce à croire que nos campagnes de sensibilisation contre l'intimidation dans les milieux scolaires commencent à trouver écho? La question reste lancée. Il reste à voir si les liens se font localement dans nos écoles secondaires. On voit que pour l'ensemble du Québec, il y a une tendance également à la baisse qui est passée de 37 à 34 %. Pour ce qui est de la Côte-Nord, la proportion est restée relativement semblable, 33 %. Et pour Gaspésie et de la Madeleine, une tendance à la baisse, passée de 33 à 29 % de jeunes du secondaire qui ont été intimidés. Maintenant, par MRC, ça aussi c'est intéressant, proportion des élèves ayant été victimes de violences. On voit ici que Témiscouata se démarque, la Métis également. Alors là aussi, nos intervenants des milieux scolaires, des réseaux de la santé, alors il y a peut-être des pistes d'action à devoir cibler pour aider, soutenir ces jeunes-là un petit peu plus. Maintenant, pour ce qui est de Gaspésie et de la Madeleine, on voit que le secteur Rocher-Percé semble vouloir peut-être se démarquer. Donc là aussi, ça nous interpelle comme cliniciens, comme membres de la communauté également. Maintenant, prochaine variable qui est aussi très intéressante, la violence dans le couple. Ça aussi, c'est intéressant d'aller sonder ce qui se passe là. Elle est définie de la façon suivante. Violence psychologique dans le couple, c'est se faire critiquer sur son apparence physique, par exemple, se faire insulter ou rabaisser en public, le conjoint ou la conjointe qui contrôle nos sorties, nos conversations électroniques, notre cellulaire, se faire empêcher de voir nos amis également. Et ça peut être également une violence vraiment physique, voire sexuelle dans le couple. Se faire lancer des objets pour blesser, se faire pousser,
bousculer ou agripper violemment, se faire frapper avec les poings, les pieds, un objet, voire une arme, se faire forcer à embrasser, caresser, avoir des attouchements ou une relation sexuelle contre sa volonté. Et voyez qu'est-ce qui s'est passé pour nos jeunes du secondaire en 2010, 2011 et 2016, 2017. Donc, la violence qui était peut-être davantage publique semble peut-être s'orienter dans le domaine de l'intime et se vit davantage dans les relations conjugales parmi nos jeunes. Pour le Bas-Saint-Laurent, on est passé de 27 à 35 %. Alors, on a peut-être là ici des actions en matière de santé publique aussi à orienter nos campagnes de sensibilisation pour la violence maintenant. Et pour l'ensemble du Québec, également une hausse de 31 à 36 %. Ici, pour la Côte-Nord, au cours des 12 derniers mois, on est passé de 33 à 40 % également. Une hausse de leur côté. Et Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, même chose, on est passé de 28 en 2010-2011 à 31 % en 2016-2017. On a les données également disponibles par MRC. Alors, on voit ici, côté Matanie, une sous-région qui se démarque de ce côté par rapport à l'ensemble de la population des jeunes secondaires. Kamouraska, où est-ce que là, ça semble être beaucoup moins pire, mais quand même, 25 %, c'est toujours bien un couple sur 4, hein, ou un jeune du secondaire sur 4 qui en vit. Maintenant, ici, pour Gaspésie de la Madeleine, vous voyez un peu les répartitions, avec Rocher-Percé aussi, qui se démarque de ce côté-là. Côte de Gaspé, Baie-des-Chaleurs, un peu moindre que l'ensemble de la population des jeunes secondaires québécoises. L'indicateur maintenant, chez nos jeunes secondaires, de la détresse psychologique. Elle était définie de la façon suivante. C'était soit se sentir nerveux ou agité intérieurement, se sentir tendu, stressé ou sous pression, ressentir des peurs ou des craintes, se laisser emporter ou se fâcher contre quelqu'un ou quelque chose. Ça pouvait être également se sentir facilement contrarié ou irrité, se sentir négatif, se sentir seul, se sentir ennuyé par des choses, pleurer facilement, se sentir découragé ou désespéré, et même avoir des blancs de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans notre grande enquête québécoise sur la santé des jeunes secondaires? Une hausse de la détresse également, tout comme dans notre précédente enquête que je vous montrais tout à l'heure, une hausse de 18 à 26 % au Bas-Saint-Laurent. Même chose pour l'ensemble du Québec, hein, on est passé de 21 à 29 % également, entre les deux cycles. Pour la Côte-Nord, on est passé de 18 à 29 %, et pour Gaspésie de la Madeleine, de 19 à 23 %. Quand on regarde ici l'indicateur de détresse psychologique par MRC pour le Bas-Saint-Laurent, l'Amitis ici se démarque. Pour ce qui est de Gaspésie et de la Madeleine, c'est somme toute relativement... Je suis quand même surpris de voir qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative pour Rocher-Percé à 28 %, mais quand même, là, on a des choses à surveiller, bien sûr, hein, auprès de nos jeunes du secondaire. On le voit, ils vivent de la détresse. Il y avait également dans cette étude un indicateur diagnostique des troubles mentaux. Ah, bien là, on commence peut-être à s'approcher de ce qu'on veut savoir un petit peu plus, mais on est chez les jeunes du secondaire. D'abord, les diagnostics d'anxiété, de dépression et de troubles de l'alimentation ont été répertoriés, mais malheureusement, les données ont été conglomérées ensemble, ce qui fait qu'on peut moins voir pour ce qui est des troubles anxieux, alors que celles du TDAH ont été ventilées séparément. Bien sûr, le problème de santé doit avoir été confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé apte à poser des diagnostics. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh oui, une tendance à la hausse pour ce qui est des troubles
anxieux, dépression et troubles de l'alimentation. Pour le Bas-Saint-Laurent, on est passé de 11 à 19 %. Même chose pour l'ensemble du Québec, de 12 à 20 %. Donc, on est dans la moyenne québécoise. Pour ce qui est Côte-Nord, on est passé de 11 à 22 %, et également une hausse de ce côté-là. Et Gaspésie de la Madeleine, même chose, de 12 à 21 %. Maintenant, on ventile par grand diagnostic, par MRC, on se tient pas mal, aux environs de 15-17 % jusqu'à 20-22 %. Donc, pas de MRC qui se démarque nécessairement. Même chose pour les MRC de Gaspésie et de la Madeleine. Maintenant, pour ce qui est du TDAH, une hausse quand même assez impressionnante. Ici, on est passé de 11 % en 2010-2011 à 26 % de nos jeunes secondaires en 2016-2017. Tendance à la hausse également pour l'ensemble du Québec, qui est passé de 13 à 23 % en 2016-2017. Maintenant, pour la Côte-Nord, une hausse également de 13 à 27 %, alors que pour Gaspésie de la Madeleine, on est passé de 15 à 28 %. Ça aussi, ça nous interpelle. Par MRC, là aussi, pas de différence statistiquement significative. On oscille dans les 22-29 %, dépendamment des sous-régions, dépendamment des MRC, pour ce qui est de notre Bas-Saint-Laurent. Pour Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Baie des Chaleurs semble se distinguer avec une incidence moindre, une proportion moindre d'élèves. Il faudrait voir dans ce secteur aussi l'accessibilité aux services diagnostiques, si c'est un facteur. Et Côte-de-Gaspé, qui semble vouloir se démarquer quelque peu avec une tendance à la hausse de TDAH. Voilà le portrait de nos MRC. Donc, il y a des tendances, oui, peut-être à la hausse, mais il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. Il n'y a pas rien d'alarmant à l'échelle plus globale. Mais qu'est-ce qu'on veut dire vraiment par stress, anxiété et troubles anxieux? Il y a des notions ici qu'il faut vraiment prendre le temps de se départager, de se définir les choses comme il faut. Et commençons d'abord par le stress. De quoi s'agit-il? Il faut d'abord se rappeler que c'est un terme qui est très, très vieux, qui remonte au début du 20e siècle, qui était utilisé en ingénierie pour décrire, en fait, l'adaptation des matériaux lorsqu'ils étaient soumis à des stress environnementaux. Ici, pour l'être humain, nous sommes le matériau sur lequel différents stress peuvent agir et nous fait vivre des réponses physiologiques que nous tous ici ont déjà expérimenté un jour dans sa vie. Moi-même, ce soir, avant de monter sur scène, j'en ai éprouvé quelques symptômes, ce qui est tout à fait normal, n'est-ce pas? Et un peu plus tard, Walter Cannon également s'est intéressé aux réactions physiologiques qui se produisent dans notre corps lorsqu'on est en état de stress. C'est que dans notre cerveau, il y a des structures cérébrales qui sont interpellées, qui entrent en action, et la principale, c'est l'amygdale, pas celle qu'on a dans le fond de la gorge, mais l'amygdale intracérébrale qui est responsable de générer des émotions, et notamment des émotions de peur, qui est l'émotion centrale au fait de vivre du stress et de l'anxiété. Et cette région-là est interconnectée avec d'autres régions qui sont responsables de réguler la respiration et notre rythme respiratoire. C'est ce qui fait qu'on peut se mettre à soit hyperventiler, soit hypoventiler. Il y a des gens stressés qui vont se mettre à arrêter de respirer. Et là, bien sûr, d'un cas comme dans l'autre, le taux d'oxygène baisse et les vertiges, étourdissements et autres sensations du genre vont s'ajouter. Il y a également des ondes cérébrales qui contrôlent notre rythme cardiaque. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des palpitations ou qu'on sent notre cœur battre fort dans notre poitrine ou même dans notre tête. Toutes les réactions de sudation des glandes sudoripares vont se mettre en branle
parce que là aussi, il y a des zones cérébrales qui sont responsables de contrôler ça. Et ces zones-là sont interconnectées avec d'autres régions au niveau de notre lobe préfrontal, responsable des pensées. Et là, c'est là que le fameux petit hamster qu'on a tous déjà entendu parler, quand il se met à spinner puis à tourner, puis qu'on reste pris dans ce cycle de distorsion cognitive qui ne fait que créer une spirale ascendante, qui ne fait qu'empirer nos réactions physiologiques de stress, tout ça est interconnecté et interagissent mutuellement. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe, et tout part de notre cerveau, et comment on va interpréter les événements de la vie qui vont nous arriver. Et une autre structure connexe à celle que je vous ai déjà présentée, c'est la structure qui s'appelle l'hippocampe qui enregistre les souvenirs. Alors là, vous pouvez voir aussi que dès qu'il y a moindrement des indices dans l'environnement qui vous rappellent des événements traumatisants, va réactiver également avec les mêmes connexions que je vous ai présentées un peu plus tôt, ces mêmes réactions physiologiques-là dans votre corps, dans votre cerveau, dans vos pensées. Alors, c'est un peu comme ça que tout peut s'enclencher lorsqu'on vit du stress, de l'anxiété, et que ça peut aller jusqu'à un trouble anxieux. Holmes et Ray ont même tenté de coter, de pondérer les stress que l'on peut vivre au quotidien. Ça vous apparaît très petit là-dessus, mais elle est facile à retrouver sur l'Internet. Et on voit dans son échelle que le pire stress qu'un être humain pouvait vivre à l'époque était la mort du conjoint ou de la conjointe. On avait un 100% là-dessus. Celle qui était la moins cotée était la contravention à 11 sur 100. Et là-dedans, au travers, bien sûr, il y en avait d'autres qui étaient, par exemple, un changement de responsabilité au travail, qui pouvait être un signe de promotion, donc un stress positif, qui se retrouve, lui, à 29 points, ou encore même un succès exceptionnel est coté à 28 points. Donc, même les bons stress peuvent être générateurs de réponses physiologiques dans notre corps, et ce n'est pas nécessairement toujours mauvais de vivre du stress. Ce qui est étonnant, toutefois, de ne pas retrouver dans cette échelle-là, c'est le décès d'un enfant. Alors ça aussi, ça aurait été une pondération intéressante à voir s'il y en avait une. Sauf que, de toute façon, plus tard, on s'est rendu compte que l'expérience subjective du stress que l'on vit est très importante dans l'intensité avec laquelle on va la vivre. D'abord, l'expérience du docteur Sonia Lupien. Je ne sais pas si vous connaissez Dr Lupien. Elle a publié des livres, elle fait des chroniques à la radio de Radio-Canada régulièrement. C'est une chercheuse depuis plus de 25 ans sur le stress humain. Elle est directrice de la chaire de recherche du Canada sur le stress humain. Elle est directrice et fondatrice du Centre d'études sur le stress humain et elle est professeure au département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle a fait une expérience, elle, dans un centre d'achat pour commencer, et qui a été très révélatrice. Elle a interviewé les 100 premières personnes qui se sont présentées à elle, adultes, et elle leur a posé une question. Savez-vous qu'est-ce que le stress? Eh bien, 99% des gens qui ont été interviewés ont répondu que c'était la pression du temps, qui est notre ennemi juré du 21e siècle, et il l'était déjà à la fin du 20e siècle. Donc, pour eux, le stress, c'est tout ce qui est relié au fait d'être pressé dans l'exécution de nos tâches, de nos responsabilités, et même dans le fait de vivre, et probablement même de vivre nos activités sociales, nos hobbies, ce qui devrait même nous aider à nous détendre. On se met peut-être même une pression là, ce qui est assez incroyable. Donc, est-ce à dire que les enfants ou encore les aînés retraités sont moins stressés? La réponse est non, bien sûr. En fait, les jeunes et les aînés sont même plus fragiles à vivre ce stress-là, et de par leur maturation et leur capacité de gérer ces stress-là qui n'est pas pleinement développée, et parce qu'en vieillissant, nos fonctions cognitives qui commencent aussi à se détériorer font en sorte que nos capacités usuelles de gestion de stress s'en trouvent diminuées.
Donc, ils sont beaucoup plus vulnérables, eux, au stress de ce côté-là. Et bien sûr, elle-même soulève l'importance de faire attention comme parent, de ne pas créer cette pression-là auprès de nos enfants aussi. Bien, pourquoi sommes-nous stressés quand on va chez le dentiste ou qu'on se fait annoncer une maladie grave? On pourrait comprendre un peu plus. Ou quand on se fait convoquer au bureau de notre patron, là aussi, on pourrait vivre un peu plus de stress. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun derrière toutes ces situations de stress-là? Bien, vous avez peut-être déjà entendu parler de son acronyme, CINE. Parce que, pour elle, elle s'est rendue compte qu'il y a 4 caractéristiques principales à un stresseur. C'est lorsqu'on se retrouvait en perte de contrôle devant une situation, lorsque cette situation-là était totalement imprévisible, il nous a pris par surprise. La 3e caractéristique, c'est que ce stresseur-là représentait un événement de nouveauté dans notre vie, donc qu'on n'a jamais été exposé à ce type de situation-là auparavant, ou encore que notre ego était menacé. L'ego, finalement, c'est cette structure-là psychique, à quelque part cachée dans notre cerveau, qui nous permettent de réguler nos émotions, qui nous permettent d'atteindre un état d'équilibre entre le principe de plaisir, mais aussi le principe de la réalité. C'est ce qui nous permet de se relier aux autres, de s'adapter aux événements de la vie, d'être cette personne que l'on est, avec notre personnalité, notre couleur, notre saveur qui nous est propre. Et lorsque notre intégrité comme individu est compromise, et entre autres que notre estime de soi se trouve attaquée, là, notre ego se trouve menacé. Alors, lorsqu'on a une ou plusieurs de ces caractéristiques-là dans une situation que l'on vit, ça a le potentiel de produire des hormones de stress et donc de générer la réponse physiologique du stress. Les autres qualificatifs de stress, bien, vous avez peut-être déjà entendu le stress absolu versus le stress relatif. Le stress absolu, lui, de son côté, c'est celui qui est une menace réelle à la survie. Donc, c'est clair que là, si on est dans un tremblement de terre, si on est dans un séisme, qu'on est dans une catastrophe naturelle, des inondations, c'est clair que là, on est en stress absolu. Tout le monde va vivre une réaction de stress, c'est clair et certain. Donc, la réponse va être très, très importante et ce qui va nous permettre, entre autres, d'assurer notre survie dans ce type de situation-là. Le relatif étant, lorsqu'on fait face plutôt à une situation qui comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques du CINE que je vous parlais tout à l'heure. Stress positif versus négatif, on en a parlé un peu avec l'échelle de Holmes et Ray tout à l'heure. Le stress positif, bien sûr, on est dans une réponse très, très aiguë, limitée dans le temps, de stress dans notre corps, donc de courte durée, et qui nous permet de mobiliser l'énergie qu'on a besoin justement pour affronter cette épreuve-là qui se présente à nous, avoir toutes les ressources cognitives, mais aussi physiques, si jamais il fallait se sauver, qu'on est dans le bois puis qu'il y a un loup qui se met à courir après nous autres, bien, tu as d'affaire à ce que ton cœur et tes poumons te fournissent l'énergie et le sang et l'oxygène que tu as besoin. Tolérable, c'est un stress qu'on dit qui amène une réponse biologique qui est tout à fait positif, mais qui a le potentiel de mener à des effets négatifs s'il devient chronique. Alors là aussi, un stress chronique peut avoir des effets pervers à long terme sur notre santé, sur bien des dimensions d'ailleurs. Un stress objectif versus subjectif, donc ça ressemble un peu à absolu relatif, mais dans le fait qu'un stress objectif, c'est tout stress qui a le potentiel d'induire une réponse physiologique chez tout être humain. Le subjectif, c'est qu'un même stress peut produire une intensité de réponse différente, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt. Par exemple, perdre un emploi chez quelqu'un pour qui il s'identifie à cet emploi-là à 100%, bien, ça risque d'être une réaction catastrophique pour lui ou pour elle, comparativement à quelqu'un qui déteste son emploi et qui en voit là enfin une opportunité d'être délivré d'un emploi qu'il déteste. Alors, vous voyez, la subjectivité va faire en sorte que la réponse va être complètement différente. Et le stress toxique, lui, bien, c'est un stress qui va amener une activation
intense et chronique de cette réponse biologique-là dans notre corps, en l'absence de soutien adéquat pour nous aider à freiner cette réponse-là. Donc, il peut résulter de l'exposition à un stress objectif important ou subjectif important, mais chronique. Donc, guerre, désastre naturel, abus sexuels, physiques, émotionnels, de la négligence chronique, violence familiale ou encore dans la communauté dans laquelle on vit, c'est tous des types de stress qui peuvent être toxiques. L'anxiété, quant à elle, comment la définit-on? Bien, je vous ai parlé un peu de l'émotion centrale à l'anxiété, qui était la peur, qui cette réponse émotionnelle-là à une menace imminente, réelle ou perçue. L'anxiété, elle, fait référence à l'anticipation d'une menace future. On n'est plus du tout dans l'ici et maintenant comme on est en stress aigu. On est dans l'anticipation d'une catastrophe et on rumine sur l'anticipation de cette catastrophe-là ou de cette situation-là qui nous génère beaucoup de stress. Donc, on n'est plus du tout dans le moment présent. Donc, il y a une distinction très, très importante sur ce qui est de sa base temporelle et spatiale quand on parle d'anxiété. La réponse physiologique risque d'être pas mal semblable, par contre. Un trouble anxieux, c'est lorsqu'il y a une série de symptômes très spécifiques de nature anxieuse qui vont entraîner une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Donc, lorsqu'il y a une atteinte du fonctionnement de la personne, là, on est dans la psychopathologie, donc on est dans la maladie, et là, il y a un impact réel dans le fonctionnement de la personne, dans ses habiletés à accomplir ses tâches du quotidien, ses responsabilités. Ils se distinguent des autres, les uns des autres, en fait, par les types d'objets ou de situations qui induisent la peur, l'anxiété ou encore le comportement d'évitement et le raisonnement cognitif associé. Donc, non seulement on va vivre des émotions très désagréables, mais en plus, on va éviter ce qui nous génère ces émotions très désagréables et même, on va adopter un raisonnement très spécifique dans notre esprit pour nous réconforter dans cette optique-là d'éviter ce qui nous stresse. Par exemple, on va les parcourir justement un à un et les principales caractéristiques que je vais vous montrer maintenant sont tirées du DSM-5, la dernière version du Diagnostic and Statistical Manual, le livre diagnostique et statistique, sur lequel on se guide, sur lequel on se base pour émettre nos principaux diagnostics. Et maintenant, la nouvelle classification a remanié un peu la façon de les catégoriser. Ils sont maintenant au nombre de 9 et classés par âge chronologique d'apparition. Quels sont-ils? D'abord, l'anxiété de séparation, et il y a une version maintenant adulte de l'anxiété de séparation, le mutisme sélectif, les phobies spécifiques, l'anxiété sociale, le trouble panique, l'agoraphobie, l'anxiété généralisée, les troubles anxieux induits par une substance ou un médicament et ceux induits par des affections médicales. Voyons voir comment grossièrement ils se définissent. Je ne vous parcourrai pas, bien sûr, la liste innombrable de critères diagnostiques. Ça ne serait pas pertinent et ça serait surtout lassant dans une soirée comme ce soir. Mais l'anxiété de séparation, pour ce qui est de celle-ci, c'est la peur ou l'anxiété qui concerne la séparation d'affects, ces figures d'attachement, à un degré inapproprié du point de vue développemental. Donc, les premiers moments passés en garderie, les premiers moments de la rentrée scolaire, c'est souvent des indicateurs très, très caractéristiques de l'anxiété de séparation. Se faire garder lorsqu'on veut faire une sortie, quand on est comme parent et qu'on veut faire garder nos enfants, que la crise est incroyable et que la détresse est très, très importante, on est dans l'anxiété de séparation. Mutisme sélectif, c'est cette incapacité-là qui est régulière à parler dans des situations sociales dans lesquelles l'enfant est supposé parler, bien qu'il parle dans d'autres situations. Très souvent en clinique, ce qu'on voit,
c'est des jeunes qui ne parlent pas à l'école avec leur enseignante, mais qu'à la maison, et même avec quelques amis, ils sont tout à fait très bien capables de le faire. Ou parfois, avec un ou deux amis à l'école, ils peuvent leur chuchoter à l'oreille et ils sont capables de parler dans ces circonstances-là très, très, très précises. Alors, bien sûr, vous pouvez imaginer que le développement personnel de ces enfants-là peut être compromis dans une situation comme ça. Les phobies spécifiques, c'est celles qui sont reliées aux animaux, hein, les chiens, les araignées, etc., à un environnement naturel. Là, par exemple, ça peut être d'aller sur l'eau, dans des lacs, traverser le fleuve, des choses comme ça, traverser un pont, au sang, aux injections, aux accidents également, donc toutes les manœuvres le moindrement invasives, des vaccinations, par exemple, des prises de sang, et également les situationnels en font partie. L'anxiété sociale, c'est cette anxiété, peur ou évitement des interactions sociales et de situations qui impliquent la possibilité d'être observé. Donc, c'est ce qu'on appelait anciennement la phobie sociale. Donc, les gens extrêmement gênés, timides, réservés, à un point tel que s'exposer, demander quelque chose à un étranger, ils vont préférer s'en abstenir plutôt que d'oser poser de telles actions et de tels gestes. Le trouble panique, c'est la survenue d'attaques de panique récurrentes. Hein. Une attaque de panique, c'est lorsqu'on est envahi par cette bouffée d'anxiété-là massive, avec palpitations, tremblements, sueur, mal de tête, des tremblements, des palpitations, la respiration, le souffle coupé. On a l'impression même qu'on va perdre connaissance, qu'on va faire une crise de cœur ou qu'on va perdre le contrôle et devenir fou. Alors, quand on parlait tout à l'heure de distorsion cognitive, alors ça peut aller jusque-là, alors que dans le fond, c'est une bonne crise de panique avec toutes les distorsions qui l'accompagnent au niveau des pensées. Alors, qui sont récurrentes, ces attaques de panique-là, inattendues, et parfois même, elles peuvent être nocturnes, elles peuvent nous réveiller la nuit. Et il y a présence de préoccupation et inquiétude d'en avoir de nouvelles. Ça, c'est très important aussi dans le diagnostic du trouble panique. Et l'évitement de ce qui les déclenche. Et souvent, l'évitement des lieux où les premières ont lieu, entre autres. L'agoraphobie, c'est cette anxiété et peur des lieux publics, mais aussi des espaces ouverts, des grands champs, des grandes plaines très vastes. Ça aussi, ça peut être extrêmement angoissant pour ces gens-là qui vivent l'agoraphobie, ou à l'inverse, ceux qui sont très, très clos, avec crainte de ne pas pouvoir s'en échapper ou à tout le moins de trouver du secours et que quelqu'un vienne à notre rescousse. Ça, c'est l'agoraphobie. L'anxiété généralisée, c'est cette anxiété excessive et persistante avec des inquiétudes à propos de domaines variés que la personne trouve difficile à contrôler. Hein? C'est le hamster qui roule dans notre tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à propos de tout et de rien, y compris la performance scolaire ou professionnelle. Alors là, ça peut être des inquiétudes par rapport à notre enfant qui s'en va à pied à l'école. Est-ce qu'il va se faire frapper? Est-ce qu'il va se faire kidnapper? Notre conjointe qui prend la voiture, est-ce qu'il va y avoir un accident? Est-ce que mes parents y ont assez de sous? Donc, on est dans ce genre de préoccupations-là, des préoccupations par rapport à la santé également. Donc, on est là-dedans. Un trouble anxieux induit ou dû par une substance en intoxication ou en sevrage. Bien sûr, il y a différentes substances qui sont reconnues pour induire des symptômes anxieux, que ce soit un sevrage de nicotine, pour ne dire quelque chose, ou encore d'alcool. Bien sûr, il y aura des symptômes anxieux qui vont accompagner ce type de sevrage-là. Il y a des médicaments également qui peuvent induire de l'anxiété et des affections médicales également, ne serait-ce que l'hypo ou l'hyperthyroïdie, souvent est associée avec des symptômes anxieux, ou encore certaines tumeurs quand même assez rares des glandes surrénales qui vont produire des hormones de stress, donc du cortisol. Donc ça aussi, ça peut être... ça prend donc un bilan physique quand même complet pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente. Je vous parle également du chapitre qui suit celui des troubles anxieux. Ils ont sorti dans le DSM-5 les troubles obsessionnels compulsifs et autres troubles apparentés
du grand chapitre des troubles anxieux, mais ils ne l'ont gardé pas loin. D'une part parce que la concomitance de troubles entre le trouble obsessionnel compulsif et les autres troubles anxieux est quand même assez élevée, mais aussi parce que dans cette grande catégorie-là de troubles obsessionnels compulsifs, il se recoupe, il y a des caractéristiques qui sont relativement communes et également parce que du point de vue peut-être génétique ou étiologique, dans l'explication derrière l'apparition de ces troubles-là, c'est également pour favoriser les domaines de la recherche, pour forer davantage la compréhension de ces autres troubles-là. Et quels sont-ils? Bien, on a le fameux trouble obsessionnel compulsif. D'abord, la présence d'obsessions, qui sont des pensées, des pulsions, des images récurrentes ou persistantes, intrusives et inopportunes. Ce n'est pas des images ou des pensées que l'on commande, ça surgit spontanément à notre esprit, accompagné de compulsions, qui sont des comportements répétitifs ou des actes mentaux en réponse à des obsessions, ou parce qu'on doit obéir à des règles très, très inflexibles et très, très rigides. Si, avant de partir de la maison, je ne vérifie pas 5 fois ma serrure, je suis à risque de me faire voler. Et sans ce rituel de vérification-là, c'est clair qu'ils vont passer une journée exécrable parce que ça va ruminer constamment dans leurs pensées. Ensuite, l'obsession d'une dysmorphie corporelle entre là-dedans, ce qui est la perception de défauts ou d'imperfections dans l'apparence physique. Ça pourrait être le nez, par exemple. Ça pourrait être, maintenant de plus en plus, on voit chez les jeunes hommes, leur masse musculaire, l'importance de la masse musculaire, de développer une masse musculaire importante. Ça aussi, ça peut entrer là-dedans. On a également la thésaurisation pathologique, ou ce que peut-être on appelle également le syndrome de Diogène ou les amasseurs compulsifs. Hein, vous avez déjà vu des émissions de télé-réalité là-dessus. C'est ce trouble-là, la thésaurisation pathologique. On a également la dermatillomanie ou le triturage pathologique de la peau. S'arracher, se ronger les ongles, la peau autour, tellement qu'il n'y en a presque plus. Là. Ça vient au sang, l'intérieur des paumes. Vraiment, là, ça peut être assez impressionnant. Soit induit par des substances ou un médicament, comme les stimulants, incluant la cocaïne, des métaux lourds également pourraient produire ce type de manifestation, ou encore une affection médicale de type maladie neurodégénérative, incluant les AVC également. Il y a des troubles obsessionnels compulsifs qui sont apparus suite à ça. Maintenant, également, une autre catégorie importante, les troubles liés à des traumatismes ou des facteurs de stress, c'est un chapitre à part qui suit également. Là-dedans, on a le trouble réactionnel de l'attachement qui entre là-dedans. C'est-à-dire l'enfant ne se tourne que peu ou rarement vers une figure d'attachement pour être consolé, aidé ou protégé. Donc, c'est une forme très intériorisée avec du retrait social, des symptômes dépressifs, et ça surgit, bien sûr, dans un contexte de négligence particulièrement sévère. À l'inverse, on a le trouble désinhibition du contact social. Ça se voit chez les enfants, ça. C'est un modèle relationnel qui implique des comportements excessivement familiers avec des personnes qui, pourtant, leur sont très peu familiers, voire étrangères. Hein. C'est une forme, là, extériorisée avec des comportements désinhibés, également dans un contexte de négligence. Dans mon bureau, ça se manifeste facilement par un enfant qui vient s'asseoir carrément sur moi. C'est la première fois que je le vois. Je joue sur mon ordinateur, me passe entre les jambes, me tape sur la tête, me met des chapeaux sur la tête. Donc, je suis, pour lui, un être qui était comme dans son quotidien, comme n'importe qui d'autre. Alors, ça peut se manifester comme ça. Le trouble stress post-traumatique, bien sûr, hein, qui est le développement de symptômes caractéristiques après l'exposition à un ou des événements traumatiques, et les symptômes durent plus d'1 mois, pour parler du trouble de stress post-traumatique, comparativement au trouble stress aigu, on est dans le premier mois, donc 3 jours à 1 mois après l'exposition à des événements traumatiques. Le trouble d'adaptation, qui est une forme plus légère, qui est la présence de symptômes émotionnels ou comportementaux en réponse à un facteur de stress identifiable, unique ou multiple, récurrent ou même continu.
Des fois, hein, surtout dans des contextes, des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles, on peut être en trouble d'adaptation chronique, là. Et ça peut inclure également le deuil là-dedans. En résumé, le stress est bien différent de l'anxiété et des troubles anxieux. Rappelons-nous nos indicateurs, nos caractéristiques des stresseurs, hein, perte de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là, attention, les troubles anxieux sont de plus en plus fréquents dans nos régions. On voit une légère tendance à la hausse, bien que ça reste à démontrer dans nos prochaines grandes études épidémiologiques. Et ils impliquent bien sûr des ondes cérébrales et des neurotransmetteurs très spécifiques. Ce n'était pas l'objectif de la conférence ce soir de vous parler des neurotransmetteurs derrière ces principales zones-là, mais comme il me reste quelques minutes, je me permets de le faire. 2 neurotransmetteurs sont primordiaux, la sérotonine et la noradrénaline. Ils ont des projections, eux, avec des réseaux, c'est des autoroutes qui connectent de votre amygdale jusqu'au cortex préfrontal et qui permettent l'entretien des symptômes et qui représentent toutes les réactions physiologiques et cognitives que l'on peut vivre en situation de stress et de troubles anxieux. Et, entre autres, le système de la noradrénaline, c'est qu'il a des fibres, lui, qui descendent le long de notre moelle épinière et qui est connecté directement, branché sur 120 dans le cœur, puis les poumons, et ça pompe et ça y va, mes amis. Alors, c'est grâce à notre noradrénaline qu'on a ces réactions physiologiques de stress-là. Alors, des fois, il faut venir tempérer, régulariser ça, et des fois, lorsqu'on est exposé à des stress chroniques, bien, il y a un épuisement de ces neurotransmetteurs-là. Alors, des fois, il faut venir juste les aider et les restabiliser dans leur production au niveau des cellules nerveuses. Et une façon de faire ça, bien sûr, c'est chimiquement, avec des médicaments qui existent et qui sont démontrés efficaces dans ces troubles-là et qui augmentent spécifiquement ces neurotransmetteurs-là. Il y a également bien d'autres modalités thérapeutiques qui ont fait leurs preuves et qui vraisemblablement semblent avoir des indices d'action au niveau sérotoninergique et noradrénergique. Alors ça aussi, vous allez en entendre parler dans les prochaines conférences avec, entre autres, Dr Nicole Archambault. Ça fait partie de ses objectifs de présentation. Alors, sachant tout cela, bien, continuez vos belles pratiques relaxantes. C'est sûr, vous en avez trouvé déjà. Vous en pratiquez sûrement déjà. Et si vous en reste à en trouver de nouvelles, eh bien, les prochaines conférences et la période de questions ce soir vont vous permettre d'en connaître un petit peu plus.